Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Face à l'expert avec notre expert, Monsieur Mohamed Doudouane, spécialiste et juriste et qui est spécialisé dans des questions de décentralisation. Monsieur Wan, aujourd'hui nous allons explorer un autre sujet, toujours en restant dans la thématique des politiques sociales transformatrices. Et je vous demanderai, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, de vous présenter très rapidement. Bonjour, docteur Daïfatissa. Je me nomme Mohamed Doudouane. Je suis expert en décentralisation, juriste, chercheur freelance. Donc, c'est avec un entrée non dissimulé que je m'apprête à dialoguer avec vous. J'espère que ce nouvel entretien sera fructueux pour les personnes qui nous suivent. Merci beaucoup, j'en doute point. Alors, on va commencer très rapidement. On va rentrer dans le vif du sujet et je commencerai, puisqu'on parle de politique sociale et de mobilisation citoyenne, de nous dire, de nous faire un petit portrait de l'évolution des politiques sociales au Sénégal. Quelles sont, selon vous, les grandes évolutions de ces politiques-là au cours des dernières décennies? Très bien, docteur Daïfatissa. Les politiques sociales ont pour fil conducteur l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Du reste, dans le premier plan de développement du Sénégal, développement économique du Sénégal, qui est un plan triennal 1961-1964, l'objectif social de l'État était décliné, c'est-à-dire à savoir l'amélioration des conditions de vie des populations. Et cet objectif passait également par un objectif économique, à savoir transformer l'économie du Sénégal. Donc, le Sénégal s'est affirmé dès l'indépendance, dès après l'indépendance, après l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, le Sénégal s'est affirmé comme un État social. Et selon la bonne formule du professeur Berada, l'État social, c'est l'État qui vient en aide aux populations. Donc, le fil conducteur, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Et nous voudrions scruter, à travers les différents régimes qui se sont succédés, les politiques sociales phares. À cela, nous allons identifier 6 grandes périodes. Et à la période que j'appelle régime Mamadou Dia, 1960-1962, et durant cette période, ce qui est promu, c'est les coopératives agricoles. Ces coopératives agricoles, avec une ferveur vraiment extraordinaire, une mobilisation citoyenne extraordinaire, une mobilisation rurale, portée donc, ces coopératives étaient portées par une ferveur extraordinaire. Et ces coopératives avaient pour finalité et pour fonction ou pour rôle d'améliorer les conditions de vie des populations au niveau des zones rurales. Donc la période Mamadou Dia est une période brève mais intense en matière de transformation du point de vue de la qualité de vie au niveau de la population rurale. Après la période Mamadou Dia, qui a duré de 1960 à 1962, s'ouvre la période de Senghor. La période Senghor qui est une période de 63 à 1963 à 1980, 31 décembre 80. Et entre-temps, il faut dire que durant la présidence Dia, le président du Conseil détenait l'essentiel du pouvoir et que le président Senghor durait seulement les chrysanthèmes. Et au niveau de la période Senghor, comme je l'ai rappelé au 31 décembre 1980, Senghor va impulser des politiques sociales hardies dans le domaine de l'éducation, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine du logement social. Donc, il y aura conditions de vie des populations. Par exemple, au niveau de l'éducation, la politique phare, c'est le régime de l'internat. Donc, le régime de l'internat qui permettait à des enfants sénégalais vraiment issus de familles désargentées de pouvoir être logés. Ça a permis à beaucoup de jeunes écoliers sénégalais de gravir les échelons, de devenir des cadres affirmés qui ont rendu de grands services à l'État et même à l'Afrique. Au niveau de l'éducation, vraiment une politique phare, par exemple le régime de l'internat. Et dans le domaine de l'agriculture aussi, Léopold Sédar Senghor, le président poète, a beaucoup apporté en matière de subventions agricoles. Donc, le prix du kilogramme de l'arachide va être un prix assez intéressant qui a permis aux populations d'avoir un pouvoir d'achat qui leur permettait de subvenir à leurs besoins, par exemple. Au niveau de la culture également, Senghor est l'un des rares présidents à faire ce qu'on appelle le marketing culturel. Donc, c'est pourquoi il va organiser, par exemple, en 1966, le Festival mondial des arts nègres pour illustrer et défendre, par exemple, les cultures noires. Donc, Senghor aussi va exceller en matière de marketing culturel. Et la culture va être un levier pour amorcer un développement économique. Et le Sénégal va avoir un certain renom à travers le monde. Donc, je vous ai parlé de l'éducation, de la culture, et même en matière de santé, Léopold Sédar Senghor va lutter contre certaines maladies, comme la tuberculose, la lèpre. Et il y aura des campagnes massives de vaccination pour prévenir les maladies, par exemple. Donc, dans le domaine de la santé, dans le domaine du logement social également, une politique hardie va être mise en place avec, par exemple, la SICAP, Société immobilière du Cap-Vert,
que nous avons hérité de la colonisation. Vous avez également les HLM, donc qui permettaient à des Sénégalais aux revenus modestes de pouvoir accéder à la propriété immobilière. Donc des politiques hardies ont été menées sous Senghor, donc durant la période qui s'étend de 1963 à 1980, à 31 décembre 1980. Après la période Senghor, sous ce qu'on appelle la période Abdou Diouf. Donc Abdou Diouf, vraiment, il a été un grand démocrate, mais il n'a pas été un grand orfèvre en matière de politique sociale. Donc sous Abdou Diouf, les Sénégalais vont être très fatigués. Par exemple, on va assister à un gel dans le recrutement de la fonction publique, on va assister à une déflation. Abdou Diouf, c'est le disciple ou c'est l'élève modèle des institutions de Bretton Woods, et tout le monde sait que les institutions de Bretton Woods n'ont pas pour vocation première de promouvoir les politiques sociales ou de défendre la qualité de vie ou le pouvoir d'achat. Donc c'est Abdou Diouf, donc il faut le dire, sous son règne, on a eu une déprotection du travailleur sénégalais par rapport à l'adoption du code de travail qui n'a pas été un code de travail protecteur. Vous allez avoir des lois comme la loi de 94 sur la liberté du prix et de la concurrence. Donc ces lois-là vont être des lois dévastatrices par rapport au pouvoir d'achat des Sénégalais. Donc sous Abdou Diouf, vraiment, le social a connu un mauvais sort au Sénégal. Donc le social a un mauvais sort. Donc Abdou Diouf, on ne lui connaît en matière de politique sociale que deux choses, l'hydraulique villageoise et l'allègement des travaux domestiques. C'est pourquoi Monsieur le Président Abdoulaye Wade, à l'humour caustique, va vraiment coller le sobriquet de Monsieur Fourage Modem Moulin au couple Diouf et sa femme, Madame Elisabeth Diouf. Donc on ne retiendra de Diouf que deux politiques vraiment essentielles. Alléger les travaux domestiques au niveau des zones rurales, et c'est très bien parce que les femmes vont avoir du temps pour s'adonner à des activités génératrices de revenus, et l'eau potable également, l'hydraulique villageoise. Donc, c'est ces deux politiques sociales qu'on les connaissait. Pourquoi? À l'occasion du 90e anniversaire du président Diouf, et l'on lui souhaite longue vie, des anciens dignitaires n'ont pas pu démontrer la pertinence de la gouvernance Diouf sur le plan social. Donc, vraiment, Diouf n'a pas promu vraiment le côté social. Donc, le côté social, parce qu'il a été un adepte de l'ultralibéralisme défendu par les institutions de Bretton Woods. Donc, après la période Diouf, s'ouvre la période Wade. Curiosité de notre récit national. Wade, c'est un président libéral qui a réhabilité l'État social malmené par le Parti socialiste sortant, par les socialistes. Et c'est extraordinaire. Et Wade va beaucoup amener en matière sociale. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, avec le PDF, plan décennal de l'éducation et de la formation, qui va booster le taux de scolarisation. On va assister à des créations de collèges de proximité et à une application, il y aura une approche genrée avec la scolarisation des filles. Donc vraiment, le président Wade est le champion des politiques sociales, il faut le dire. Dans le domaine agricole, on aura des politiques comme la Gohana, grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance, le plan REVA. Dans le domaine de la santé, la gratuité de la césarienne. Donc vraiment, il faut rendre hommage au président Wade. Wade, il est le champion des politiques sociales. Donc de ce point de vue, et on peut encore énumérer d'autres mesures à caractère social qui ont été prises tout simplement par le président Wade. Après la période Wade, donc c'était de 2000 à 2012, s'ouvre la période de Macky Sall. Donc Macky Sall, lui aussi, il va embrayer sur ce que monsieur le président Wade a fait. Donc il aura à dégager beaucoup de programmes. Parmi ces programmes, on a le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC. On a le programme Promoville, programme de modernisation des villes. Mais on aura également le PUMA, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. C'est des programmes transformateurs parce que ces programmes ont comme finalité l'équipement des zones rurales, des zones frontalières et des zones urbaines. Donc on va assister à des politiques qui vont améliorer notablement les conditions de vie des populations urbaines avec Promoville, l'amélioration des conditions de vie des populations rurales avec la création des pistes agricoles, la création d'écoles, la création de postes de santé, donc amélioration des conditions de vie des populations rurales. Amélioration également des conditions de vie des populations qui se trouvent au niveau des zones frontalières. Parce qu'il faut dire que les décideurs politiques de 1960 jusqu'à Macky Sall étaient oubliés des zones frontalières. C'est ici que les habitants des zones frontalières étaient obligés, par exemple, de traverser la frontière pour se faire soigner, par exemple. Et de ce point de vue, ces trois programmes-là, comme je l'ai dit, Promoville, PUDC, donc Promoville, PUDC, PUMA, c'est des programmes vraiment sur le plan social qui sont des programmes éminemment bienfaisants. Et il y aura d'autres programmes sous Macky Sall, mais qui sont de vrais faux programmes d'assistance.
c'est ce que j'appelle les bourses de solidarité familiale, la CEMU. Donc, c'est de vrais faux programmes d'assistance qui vont faire flop. Il faut dire la vérité. Donc, après la période Macky Sall, donc de 2012 à 2024, s'ouvre la période du ticket, ce qu'on appelle le ticket, le président Diomaye et le premier ministre Sonko. Parce qu'il ne faut pas être sournois, c'est un ticket qui a été plébiscité par les Sénégalais. Et ce ticket-là est en train de dérouler un programme en matière agricole qui est satisfaisant. C'est un retour aux coopératives agricoles qui a été déroulé déjà par Mamadou Dia. Donc c'est un rachat de l'histoire de ce point de vue-là. Et c'est très bien dans le domaine agricole de créer des coopératives agricoles qui vont booster les productions agricoles et qui vont améliorer notablement les productions agricoles. Et dans le domaine de l'éducation également, il y a le programme NITE, Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l'école. Donc avec comme objectif principal, bâtir une école vraiment équitable, une école inclusive. Et de ce point de vue, on peut leur faire crédit de leur volonté d'amorcer des politiques sociales sous le triptyque souveraineté, justice, prospérité. Donc voilà résumé les politiques sociales sous les différents régimes que j'ai identifiés tout de suite à travers les 6 grandes périodes de temps. En tout cas, merci beaucoup pour cette excellente synthèse de l'évolution des politiques sociales avec les contextes sociopolitiques. Et jusqu'à maintenant, jusqu'au nouveau régime actuel au Sénégal, une présentation très détaillée, pertinente, qui résume vraiment excellemment cette dynamique évolutive des politiques sociales. Et ce que ça montre aussi, c'est vraiment que la marche, comme vous l'avez si bien dit, il y a vraiment une marche vers le renforcement des politiques sociales, le retour de l'État social, paradoxalement sous le régime libéral, ça vous l'avez bien présenté. Et donc tout ça nous amène justement à nous demander, dans cette belle présentation-là, on aimerait vraiment savoir, puisque la thématique aujourd'hui qui est discutée, c'est les liens qu'il existe entre ces politiques sociales-là et la mobilisation citoyenne. Alors, dans tout ce que vous avez présenté, on a vu que l'État, en tout cas les gouvernants, ceux qui ont été élus par le peuple, ont joué quand même à travers l'organe de l'État un rôle moteur. Maintenant, à côté de l'État, est-ce que vous pouvez nous dire s'il existerait une mobilisation citoyenne qui a servi un peu à booster? Mais avant d'en arriver à ça, bien sûr, de définir un peu comme on a l'habitude de le faire, c'est quoi une mobilisation citoyenne et en quoi est-ce qu'elle a pu impacter vraiment l'évolution, cette dynamique évolutive des politiques sociales que vous avez si bien présentées? Très bien, docteur Faty Sarr, il y a mobilisation citoyenne quand des populations se donnent la main dans la quête d'un mieux-être pour la défense d'une cause. Aucune politique sociale ne peut réussir sans être portée par une ferveur citoyenne. Donc les citoyens doivent être mis au centre, doivent s'impliquer, doivent avoir une implication active dans le déroulé des politiques sociales. D'ailleurs, ce qui est le catalyseur des politiques sociales, ce qui peut permettre de capitaliser en matière de politique sociale, c'est la mobilisation citoyenne. Il y a eu, par exemple, je vous ai dit, au niveau du régime Mamadou Dia 1962, il y a une ferveur rurale, une ferveur citoyenne rurale qui a porté les coopératives agricoles. Donc, s'il n'y a pas derrière les décisions qui sont prises, si les décisions, une ferveur citoyenne, s'il n'y a pas une mobilisation active des populations, s'il n'y a pas une réceptivité plus une action des populations, il n'y a aucune chance d'avoir des politiques sociales bienfaisantes. Donc les politiques sociales doivent être portées par une mobilisation citoyenne. D'ailleurs, au niveau du Sénégal, il y a beaucoup d'initiatives même au niveau de la société civile. Si vous avez par exemple Touba Sakanam, qui est vraiment un bel exemple d'engagement communautaire, où l'on cotise de l'argent et à partir des sommes collectées, on construit des postes de santé, on construit des écoles pour accompagner la politique sociale définie par l'État, à savoir permettre à tous les Sénégalais tous les petits Sénégalais d'avoir les mêmes chances d'accéder à l'école. Donc, les politiques sociales doivent être portées, doivent être prolongées, doivent être accompagnées par une mobilisation citoyenne. Au niveau de Médina, par exemple, à Dakar, par exemple, il y a une association qui s'appelle Zéro Échec, par exemple. Zéro Échec, ça veut dire que c'est des citoyens qui se lèvent et qui, voyant que les jeunes ont but pour réussir, vont
déployer toute leur énergie pour récupérer ces jeunes-là, leur offrir des cours gratuits, leur offrir des formations, leur donner des bons de formation. Donc ça veut dire que les populations sont conscientes que la formation est nodale dans le développement d'un pays. Pour se développer, il faut une formation. Donc c'est tout le sens, toute la quintessence de la mobilisation citoyenne. Donc la mobilisation citoyenne est le catalyseur des politiques sociales. Partout au Sénégal, durant toutes les périodes, il y a eu une mobilisation sociale. Si vous allez au nord du Sénégal, il y a un village qu'on appelle le Petit Paris. Le Petit Paris, ça n'a pas fait petit sourire. Hein? C'est-à-dire les populations se cotisent et veulent avoir le même cadre de vie que les Parisiens. C'est une mobilisation citoyenne. Donc il y a une véritable mobilisation citoyenne, et même au niveau de certaines causes, parce que la mobilisation citoyenne ne s'arrête pas seulement à des actions. Il s'agit aussi de défendre des causes. Il y a des associations qui se lèvent pour lutter contre l'accaparement des terres, voyez bien, ou pour exiger une gestion éthique, voyez bien. Donc, docteur, je pense que vraiment la mobilisation citoyenne a traversé toutes les périodes et a permis d'activer les politiques sociales entreprises de notre État. Excellent. Donc là, vous venez de nous dire un peu en quoi ces mobilisations citoyennes-là ont vraiment contribué au développement, au renforcement des politiques sociales. Vous avez énuméré des aspects bien précis, notamment le contrôle citoyen, les initiatives citoyennes. J'aimerais aussi qu'on revienne un peu sur un aspect. Est-ce qu'il y a eu, de votre point de vue, des mouvements sociaux qui ont participé à une remise en question, ou qui ont participé, on va dire, qui ont exercé une pression sur le gouvernement au point d'infléchir une dynamique, on va dire, de gouvernance des politiques sociales? Est-ce que il y a eu ça, comme on le voit dans les pays du Nord, où c'est suite aux luttes ouvrières, les luttes syndicales qui ont été à l'origine donc de certains acquis sociaux tels que les congés parentaux, les vacances, pour ce qui concerne les travailleurs. Est-ce que des exemples similaires, on peut retrouver des exemples similaires au Sénégal ou ailleurs en Afrique, de votre point de vue? Oui, il y a eu des mobilisations citoyennes qui ont pris la forme d'une certaine violence. Par exemple, vous vous rappelez les émeutes de l'électricité là? Parce que sans électricité, vous ne pouvez pas travailler. Donc, il y a des Sénégalais qui se sont levés pour exiger que l'électricité soit disponible. Il y a même des associations qui exigent vraiment qu'il y ait l'accès universel à l'électricité. Donc, il y a des associations qui pèsent. Voyez bien, chaque jour que Dieu fait, il y a des manifestations. Bon, ça participe. Ou alors des points de presse pour exiger de l'eau potable. Pour exiger de l'électricité. Qui pour exiger le numérique. Donc, chaque jour que Dieu fait, chaque semaine que je vais, il y a des mobilisations qui se font pour exiger des services publics, que des services publics soient rendus, que des prestations du service public soient profitables aux citoyens à la base. Donc, de ce point de vue, je crois que même au niveau du Sénégal, comme dans tous les autres pays, il y a eu quand même la formation d'une conscience citoyenne. On parle même de jeunesse consciente, vous voyez bien, dans ce pays-là. Ce pays-là, on parle de jeunesse consciente. Et la jeunesse est exigeante. Elle exige une certaine qualité de vie, même l'environnement. Et il ne se passe pas de semaine que dans des quartiers, on exige qu'on fasse, par exemple, un remblai pour trouver une solution aux inondations, par exemple. Et les populations s'organisent, exigent de la mairie, par exemple, des motopompes, par exemple. Voilà. Donc, il y a des mouvements sociaux qui se sont déclenchés ici au Sénégal pour exiger une meilleure qualité de vie au profit des citoyens. Et ça, c'est certain. C'est certainement une très bonne chose, docteur. Excellent. Et là, vous dites les acteurs qui sont les plus mobilisés, qu'on voit le plus dans ces mouvements de population, dans ces mouvements citoyens-là. Il y a les jeunes, il y a la force de la jeunesse qui est quand même assez importante dans nos pays. Mais qu'en est-il de la participation des femmes? Est-ce que les femmes sont aussi impliquées que les hommes? Est-ce que les jeunes filles sont aussi impliquées que les jeunes hommes, selon vous? Est-ce qu'on a des éléments qui peuvent nous conduire à vraiment apprécier leur participation justement dans les mobilisations citoyennes en faveur du renforcement des politiques sociales?
Oui, docteur Ndefatisa, historiquement, les femmes ont été en première ligne pour exiger des politiques sociales bienfaisantes. Il faut dire qu'il y avait, par exemple, une opération qu'on appelle une femme un gramme d'or. Vous vous rappelez une femme un gramme d'or? C'était pourquoi? C'était pour avoir de l'argent et pour tirer les femmes de l'impérium dominant du mal sénégalais. Vous voyez bien, une femme en gramme d'or, ça a un succès mitigé, ça a fait un flop. Mais c'était une initiative. Donc les femmes également se mobilisent pour que leurs droits soient reconnus, se mobilisent pour que les jeunes filles également aient accès à l'éducation, au même titre que les jeunes garçons. Partout au Sénégal, on sent que les femmes se réveillent. Depuis les années 70, il y a un réveil des femmes qui exige plus de place dans l'appareil politico-administratif, par exemple. Donc, il y a ce qu'on appelle le leadership féminin. Il y a des associations féminines qui ont pour vocation de promouvoir le leadership féminin. Même si c'est timide, quand même, au niveau des mairies, il y a très peu de mairesses, par exemple. Mais quand même, il y a une action qui s'exerce sur les politiciens pour que ces politiciens-là accordent plus de place aux femmes dans leur parti, dans la distribution des rôles. Il faut le dire. Donc, je crois bien que les femmes sont en première ligne, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, les femmes sont en première ligne pour exiger plus de place dans la société sénégalaise qui est en pleine mutation, il faut le dire. Excellent. Merci beaucoup pour ces éclairages, là, ces points d'éclairage sur donc les acteurs qui sont fortement impliqués dans ces mobilisations citoyennes. Alors, moi, j'aimerais bien aussi que vous, de votre point de vue, comment est-ce que vous percevez l'articulation qui existe entre les politiques sociales et les mobilisations citoyennes de façon vraiment très rapide, parce qu'on y a parlé, hein, on a parlé de tout ça, de l'impact de ces mobilisations-là dans la consolidation des politiques sociales, mais vraiment en termes d'articulation, comment est-ce que vous pouvez nous présenter donc ces liens-là qui puissent exister, ou qui existent effectivement entre ces deux thèmes? Très bien, docteur Ndefatisa. C'est la mobilisation citoyenne qui est le catalyseur des politiques sociales, qui porte les politiques sociales. Vous vous rappelez, il y a un moment, l'État avait décidé, par exemple, de retirer les petits talibés, les mendiants de la rue. Mais ça a fait flop. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une mobilisation citoyenne derrière. Il y avait même une résistance des marabouts. Vous voyez bien. Hein? Vous voyez bien, sans mobilisation citoyenne, vous ne pouvez pas faire bouger les choses. Vous ne pouvez pas faire bouger. L'Afrique bouge grâce à la mobilisation citoyenne. L'Afrique bouge parce qu'il y a des citoyens qui, voyant que leur situation ne s'améliore pas, veulent changer cette situation-là. Veulent carrément changer de situation. Donc, il y a une corrélation entre politique sociale et mobilisation citoyenne. Pour moi, c'est la mobilisation citoyenne qui décuple les chances de gain en matière de politique sociale. Il faut dire qu'il faut une certaine triangulation également. Des fois, la mobilisation citoyenne ne suffit pas. Il faut une triangulation. Qu'est-ce que j'appelle la triangulation? C'est-à-dire impulser un axe d'impulsion. Impulser un acte, par exemple, amorcer un axe d'impulsion entre les actions posées par l'État, c'est-à-dire l'action verticale, les actions entreprises par les collectivités territoriales, c'est l'action horizontale, et les actions entreprises par les citoyens, c'est la société civile. Donc, il faut ce croisement-là, c'est cette triangulation-là. C'est cette triangulation-là qui permet pour moi d'avoir des gains en matière de politique sociale. Action verticale, celle de l'État. Action horizontale, celle des collectivités territoriales. Action oblique, celle des citoyens. C'est ça qui peut encore nous donner plus de chances d'avoir des politiques sociales qui impactent carrément sur la vie des citoyens au niveau du Sénégal, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette schématisation pertinente que vous avez proposée justement de l'orientation que devraient avoir les politiques sociales. Donc cette triangulation, c'est un schéma que je trouve très, très pertinent, une sorte de grille opératoire, de comment opérationnaliser pour justement prétendre à l'efficacité et l'efficience de ces politiques sociales-là sur les populations qui sont vraiment en demande de meilleures conditions de vie, comme vous l'avez dit. Alors, pour terminer, là, on arrive à la fin de cet entretien. Alors, je vous demanderai si vous devriez retenir un défi majeur sur justement les liens, la corrélation que vous venez de faire de façon très pertinente
sous la forme d'un schéma triangulaire. Si vous deviez en identifier un défi majeur, lequel serait-il? Le défi du genre. Le défi du genre. Sans les femmes, le développement vraiment est presque illusoire. Avec les femmes, le développement est rapide. Donc, le défi majeur, c'est l'approche genrée, si vous me permettrez cette expression-là. Donc, il faudrait qu'une politique sociale profite équitablement aux hommes et aux femmes. Si on arrive à régler ce défi-là, je pense qu'on est sur les bons rails. Et malheureusement, on n'a pas de plan d'action genre dans beaucoup de collectivités territoriales, que ce soit les mairies, les départements, et même dans certains ministères, on n'a pas de plan d'action genre. Et ça me fait mal, parce qu'on ne peut pas se développer en étant amputé des femmes, c'est pas possible. Et certains décideurs ne sont pas pénétrés de cette idée-là. Donc il faudrait vraiment trouver un moyen de sensibiliser les décideurs sur l'approche genre. Il faut vraiment un développement axé sur le genre. Ça, c'est le défi majeur pour moi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est le défi de l'inclusion, le défi de l'équité. Et comme vous l'avez dit, il y a des contraintes majeures auxquelles nos pays sont confrontés. Il y a l'enjeu de l'inclusion, déjà du point de vue de la disparité entre les régions. Hein, même si, comme vous l'avez dit, il y a eu des initiatives justement de politique sociale en faveur des zones frontalières, en faveur des zones rurales qui étaient jusqu'à une certaine période très exclue de l'action gouvernementale. Ça, vous l'avez très bien démontré. Et je suis d'accord avec vous. Donc, l'inclusion à travers différents axes. Hein? L'approche genre, pour vous, c'est le défi majeur. Il y a également l'équité territoriale, l'équité de genre. Voilà, donc les axes je pense, ont été bien saisis. Maintenant, ce qui reste, c'est vraiment l'opérationnalisation, c'est-à-dire mettre en place effectivement des politiques qui soient véritablement sensibles aux gens, et ce depuis leur conception jusqu'à leur mise en œuvre, et également l'évaluation de leurs impacts sur tant les hommes que les femmes. Hein? Donc, là, vraiment, merci beaucoup, Monsieur Wan. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour clôturer votre belle encore présentation, cette très documentée et très instructive. Je vous laisserai conclure un peu cette présentation-là. Merci, Dr. Faty Sarr. J'ai été vraiment heureux, encore une fois, de dialoguer avec vous. Je pense que nos décideurs doivent être vraiment invités à vraiment axer leur action sur le genre. C'est très important. C'est très, très important. On ne peut pas se passer des femmes quand on veut se développer très rapidement. Donc, je voudrais vraiment lancer un cri du cœur. Il faudrait que les femmes vraiment soient incluses dans toutes les dynamiques de transformation sociale de notre pays. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Wan, encore une fois. Merci beaucoup aussi à nos collaborateurs et collaboratrices qui nous suivent, et qui apprécient beaucoup ce podcast-là face à l'expert. J'espère que cette conversation vous a apporté des éclairages utiles sur les politiques sociales et leur articulation avec la mobilisation citoyenne, très bien présentée par notre expert Mohamed Doudou Wan. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.